L'écologie 2.0, c'est celle qui prend soin des animaux. Et pour ce faire, il faut arrêter de les respecter. Pourquoi donc? Vous allez comprendre. Allô? Allô Maxime, est-ce que ça t'intéresserait de venir chez moi Oui, mais pourquoi? pour te montrer la plus grosse absurdité de ce siècle? C'est quoi? La manière dont on traite les animaux. Tu sais combien les Français déboursent chaque mois pour leur animal de compagnie? 30 euros. 100 euros. Et tu sais d'où vient la viande qu'ils achètent? De la viande locale. De l'élevage intensif, à 80%. Donc d'un côté, on n'hésite pas à mettre l'argent pour assurer le bien-être des chats et chiens, de l'autre, pour les cochons, poulets, lapins, saumons, c'est le standard minimum. Ce n'est pas tout. Regarde cette personne qui prend super soin de ses poissons rouges, qui leur donne de la bonne nourriture, et qui va à la pêche, tuer d'autres poissons. D'ailleurs, cette nourriture, faite à partir de farine de poisson. Donc on a prélevé d'autres poissons dans l'Atlantique ou dans le Pacifique pour nourrir les siens. C'est comme si on nourrissait ton chien avec d'autres chiens élevés en Chine. C'est Pas très cohérent. pas très cohérent en effet. Donc première leçon, ne pas se restreindre aux animaux de compagnie. Deuxième leçon, ne pas oublier les animaux sauvages. Ils sont beaucoup plus nombreux que les animaux domestiques. Regarde, sur Terre, il y aurait plus de 100 milliards d'oiseaux, des milliers de milliards de poissons, et les insectes, n'en parlons pas. Ah, ok. Quand tu coupes un arbre en Amazonie, tous les animaux qui vivaient dessus vont devoir trouver un autre habitat. Parfois, ils n'y arriveront pas, ils mourront. Quand tu balances des pesticides dans un champ, ça met en danger la biodiversité. Et plus directement, est-ce que tu as vu comment les insectes agonisent? Les insectes sont des animaux sentients? Tu sais comment on appelle ça? Cette capacité à sentir, à avoir du vécu. On appelle ça la sentience. Alors, ça dépend peut-être desquels, on n'est pas totalement sûr, mais de plus en plus de chercheurs pensent que oui. Ah, donc finalement, il faut respecter tous les êtres sentients, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Pas vraiment. Comment ça? Troisième leçon, ne pas respecter les animaux. Enfin, ne pas seulement les respecter. Pourquoi? Dans le respect, il y a de la distance. Ne pas nuire aux animaux, les laisser tranquilles. Bah, c'est comme ça qu'on doit faire. Il ne faut pas leur faire du tort, c'est certain. Mais ce n'est que la moitié du travail. Il faut aussi les aider, leur être utile, améliorer leur situation, et en particulier ceux qui sont à l'état sauvage. Comment ça? Enfin, ils se débrouillent bien sans nous. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Tu as peut-être une vision idyllique de la nature, mais ne t'es-tu jamais demandé ce qu'ils vivaient au quotidien? Quand l'hiver, il y a peu de nourriture et l'été, peu d'eau. Quand ils sont blessés, mais ne le montrent pas pour ne pas se faire attraper. Quand ils attrapent des parasites qui les dévorent de l'intérieur. Quand les lapins sont constamment stressés car leur prédateur rôde pas loin. Et ce prédateur, souvent frustré, parfois rejeté par son groupe, qui finira sa vie mourant. Quand, dans une portée, la majorité des juvéniles succomberont en quelques jours de faim, de maladie ou mangés vivants. Imagine-toi, une rate peut produire 1000 petits en un an. Les poissons, des centaines de milliers, voire des millions. Vivre à l'état sauvage, ce n'est pas vivre comme un adulte, c'est vivre comme un juvénile qui n'arrive pas à vivre. Il y a, c'est vrai, des moments de sérénité, d'amitié et d'entraide, mais la réalité est beaucoup plus sombre, beaucoup moins épique que ce que tu vois dans les documentaires. Certains pensent même qu'il y aurait plus de souffrance que de moments de joie dans la nature. J'aimerais qu'ils aient tort. Mais vois-tu, la nature a beau être belle, on n'y mène pas forcément la belle vie. C'est triste, c'est sûr, mais que veux-tu? Tout ça, c'est pas notre faute. Ne dis pas ça. En arrivant sur Terre, tu avais au minimum 99,99% de chances d'être un animal sauvage. Tu ne peux pas expédier ça en 2 secondes. Que veux-tu y faire quoi que ce soit? La nature, elle fonctionne comme ça depuis des milliards d'années. Si tu interviens, tu vas tout dérégler. C'est logique, c'est forcément. Dis-moi, tu fais quelles études déjà? Médecine.
Donc tu vas à l'encontre d'un processus naturel qui est la maladie. Hein? Qui a toujours existé, Hein? par des techniques complètement artificielles. Hein? Dis-moi, le corps humain, tu peux le voir comme un écosystème. Est-ce que la médecine l'a complètement déréglé? Bah non. Alors pourquoi, en intervenant dans un écosystème naturel, pour le bien des animaux sauvages, on irait forcément tout dérégler? Concrètement, tu comptes faire quoi? Il y a plein d'options. Tu peux concevoir un vaccin qui protégera une population contre une maladie particulièrement atroce. Ça a déjà été fait, mais dans l'intérêt indirect des humains. Pourquoi ne pas le faire pour les animaux eux-mêmes? Les insectes ravageurs, au lieu de leur balancer de pesticides ou de leur mettre des prédateurs naturels, de méthodes brutales, tu peux concevoir un produit qui réduit leur fertilité. C'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire avec les rats en ville. Technique douce et efficace. Mais j'ai encore mieux. Ici, on est sur une friche. Le maire veut y implanter une mare pour favoriser la biodiversité. Or, dans une mare, la plupart des animaux, les grenouilles, les insectes, les poissons, sont des air sélecteurs. Ils font beaucoup de descendants dont la plupart meurent pitoyablement. Ah, c'est eux! En effet, c'est eux. La mare est-elle propice à ce que les individus s'épanouissent? Je ne pense pas. Alors que dans une forêt, il y a plutôt des cas sélecteurs, des animaux qui vivent longtemps et qui prennent soin de leur descendance. Comme nous. Comme nous. Selon toute vraisemblance, il aurait mieux fallu naître dans une forêt que dans une mare. Il aurait mieux fallu faire pousser une forêt qu'une mare. Oui, mais... Il y a moins de diversité. Et alors, si on y vit mieux? Tu vois, on connaît encore peu de choses de la vie sauvage. Mais du peu qu'on connaît, il y a vraiment quelque chose à faire. La nature est loin d'être parfaite. Combien de souffrances pourrait-on éviter et qu'on n'a pas évité car on n'a même pas étudié la question? Beaucoup. Beaucoup. Heureusement, une nouvelle discipline est en train de naître. La biologie du bien-être. C'est quoi? C'est trouver des solutions à ces problèmes. Aider les animaux sauvages de façon efficace sans déstabiliser tout l'écosystème. Pour l'instant, on n'en est encore qu'à nos débuts. Mais je pense qu'on a encore beaucoup à découvrir. Et peut-être qu'à terme, le monde sera plus heureux. La vie est apparue sur Terre il y a des milliards d'années. Au départ, de petites structures de la matière organisée, qui se sont perpétuées et lentement ont évolué. La sentience a émergé de la vie. Alors elle n'était plus seulement un ensemble complexe de réactions chimiques tendant à la croissance et à l'autopréservation. Elle avait, sous certaines de ses formes, une âme, un esprit. Hélas, l'évolution n'en avait pas. Elle pouvait engendrer aussi bien la coopération que la jalousie, la brutalité, l'indifférence et la cruauté. Les êtres sentients vivaient ainsi, au gré du climat et de la sélection naturelle. La vie a évolué et sont apparus des êtres peu communs, les humains. Des mammifères qui se sont organisés en groupes, en tribus, en sociétés, ont bâti des civilisations, ont acquis un pouvoir aussi grand que les forces géologiques, ont produit, transmis, accumulé un savoir inégalé. Nous qui vivons à présent, allons-nous bénéficier seuls de ce pouvoir et de ce savoir? Allons-nous, dans un élan d'humilité, de lâcheté, allons-nous regarder passivement la souffrance de la nature? Non, nous améliorerons la situation des animaux sauvages, et simplement une partie peut-être, leur nombre est tel que ce seront au bas mot des milliards d'individus. À l'heure où grandit le cynisme contre l'humain, pas de fatalité. Oui, nous avons fait des ravages, mais l'homme est une merveille d'inventivité, d'intelligence et de sensibilité. C'est à ce jour et pour longtemps la seule espèce à pouvoir consciemment prendre soin de cette maison. Cette maison, c'est la Terre. Que l'écologie soit au service de ses habitants.